Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Olivier, bonjour à tous. Eh bien, ça va super bien, j'espère que toi aussi. Bah écoute, moi je suis ravi de t'accueillir pour cette interview. Voilà, ça faisait un petit moment que je pensais à ça et je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. Alors, l'idée de cette interview, c'est, on va dire, il y a deux aspects pour moi. Il y a le premier aspect, c'est que tu puisses nous parler justement de toi, ce que tu fais de ton côté. Bon, voilà, ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît. J'ai plein de mots-clés un petit peu que j'associe autour de toi, autour des soft skills, autour de la lecture rapide, du mind mapping, tu nous auras dire un petit mot par rapport à ça, et puis en gros tout ce qui va consister à apprendre mieux. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je te vois en tout cas sur les expertises, sur les différentes expertises que tu développes. Et puis, donc voilà, c'est pour parler un peu de ça avec toi, que tu puisses nous donner des conseils justement sur ces différentes thématiques, voir un peu comment on peut utiliser ça au quotidien pour être plus performant. Voilà, que tu nous parles un petit peu de ton univers. Et puis, en savoir un petit peu plus sur toi, tout simplement. Voilà, comment toi tu bosses au quotidien, avoir un petit peu des secrets de productivité, en savoir un peu plus pour toi, etc. Voilà un petit peu pour le cadre général de cette interview. Alors, juste avant qu'on rentre dans ces différents sujets, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en deux mots, c'est qui, Jérôme Moreau? En deux mots, un citoyen du monde. Voilà, donc je Ouais. viens de l'île de la Réunion, je vis à Londres, mais j'ai pu vivre dans d'autres pays, donc je me définis avant tout comme un citoyen du monde pour avoir vécu sur plusieurs continents, plusieurs pays et pour voyager régulièrement, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment par rapport à notre actu du moment, à un moment où on tourne cette vidéo. Je suis quelqu'un de passionné également, passionné par les arts martiaux que je fais depuis l'âge de 6 ans, avec des arts martiaux japonais, maintenant chinois, passé par la case brésilienne, etc. J'adore lire et écrire, ce qui m'a amené à écrire plusieurs ouvrages, notamment mes premiers ouvrages aux éditions Duno sur les sujets que tu as cités, notamment les soft skills, avec le premier ouvrage en francophonie sur ce sujet qui s'appelle Le réflexe soft skills, le deuxième qui s'appelle Soft skills, et bientôt un prochain qui va sortir en 2023. Et entre-temps, en 2021, toujours en termes d'ouvrage, en termes d'actu, si je peux parler de mon actu, j'ai ce dernier-là que j'ai coécrit avec Yannick Alain, qui s'appelle Les gentils aussi, mérite de réussir. Donc voilà, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup. Je lis en moyenne un livre par semaine, notamment grâce à la lecture rapide, c'est vrai que ça aide à lire plus et mieux. Et je suis passionné par les sports du cerveau, dont fait partie la lecture rapide et le mind mapping. J'ai fait la compétition, ce qui m'a amené à obtenir le titre de champion du monde de mind mapping en 2018 et d'autres titres également. Mais j'ai pris ma retraite de compétiteur. Maintenant, je co-organise le championnat et je coach les personnes à se préparer au championnat. Voilà, une reprise de la retraite, on va dire, de compétiteur pour devenir coach, un peu qu'on peut voir en football. Et, euh, et voilà, et mon métier premier, en fait, c'est la conférence. Donc, mes travaux liés à mon écriture, liés aux compétitions, m'amènent à faire de la prise de parole publique, à faire des interventions en conférence en entreprise sur ces sujets. Ok. J'ai pris beaucoup plus que deux mots, voilà, je suis parti. Désolé pour ça. Ah, c'est parfait, c'est top. Et alors, c'est intéressant, donc le sportif du cerveau en quelque sorte. Et justement, tu as un site qui s'appelle Passion d'apprendre, justement, pour lequel tu vas nous expliquer justement de quoi il en retourne de ce site-là. Et c'est vrai que tu as ce groupe-là, je crois que tu as ce site-là, tu as un groupe Facebook également, je crois, qui s'appelle Apprendre à apprendre. Et ça m'a interpellé, en fait, cette petite phrase-là, d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'en gros, apprendre, ça s'apprend pour toi. Exactement. Donc, en fait, le site passiondapprendre.com, je l'ai cofondé avec mon ami Nicolas Lisiac, qui m'a embarqué là-dedans. Parce que moi, à l'origine, je n'étais pas là-dedans. Moi, j'étais vraiment sur les soft skills, les compétences comportementales. Donc, dans un domaine très niche à l'époque, hein, quand ça venait de démarrer, j'étais un peu les premiers aliens à parler de ces sujets-là, qui étaient surtout un sujet de management, de direction et de RH, qui devient aujourd'hui un sujet un peu plus transversal en entreprise, qui sont les compétences non techniques. Et moi, c'était vraiment mon domaine. Mais justement, c'est grâce à ce domaine-là que j'ai découvert, qu'on a accroché avec Nicolas parce qu'on s'est rendu compte que c'était très complémentaire avec ces sujets, à savoir la lecture rapide, le mind mapping et la mémoire.
parce que les compétences comportementales, donc les soft skills comme la concentration, l'autodiscipline, la motivation, l'endurance, la persévérance, etc., ce sont des compétences qui nous aident quelque part à mieux utiliser notre cerveau et donc à mieux apprendre. Et c'est comme ça qu'est né le site Passion d'apprendre, donc qui est un site dans lequel on propose des formations en lecture rapide pour lire plus efficacement et plus rapidement et pouvoir lire un livre comme ça finalement en moins de 2 heures. Et également donc, en mind mapping, bien entendu, mais aussi plus récemment sur les intelligences multiples. Donc, on essaie vraiment de couvrir les différentes manières d'utiliser son cerveau pour développer sa boîte à outils et finalement utiliser plus intelligemment et plus efficacement son cerveau, que ce soit pour apprendre, mais aussi pour travailler. Et oui, en effet, on peut apprendre à apprendre parce qu'on ne nous a pas appris. Hein, c'est vrai que, je ne sais pas pour toi quand c'est passé ta scolarité, mais on m'a dit, voilà, il faut apprendre, il faut réviser. Quand j'entendais il faut réviser, je relisais mes notes, ou je relisais le cours, mais ce qui était hyper contre-productif, parce qu'en relisant quelque chose, on garde notre cerveau passif, alors que si on réfléchit quelque part, on cherche l'information dans notre tête, on est beaucoup plus actif et c'est là que le processus de mémorisation est plus important. Et ça, on ne nous a pas appris ça, en fait. Donc, j'ai appris ça un peu tard, mais au mieux tard que jamais. Et notre objectif, c'est de transmettre ces outils, ces stratégies également. Au-delà des outils, il y a vraiment des stratégies pour apprendre plus efficacement, que ce soit pour les jeunes qui sont encore en études, mais aussi les moins jeunes qui soit renouent avec les études, soit ont tout simplement envie d'apprendre au quotidien plus efficacement. Donc, et bien entendu, avec ce site-là, on a aussi des partenaires, on co-organise le championnat de France et maintenant le championnat du monde de lecture rapide mind mapping. Donc, on essaie vraiment de créer, au-delà de ces formations, un vrai écosystème, en fait, autour des sports du cerveau pour vraiment sensibiliser, au-delà même de transmettre, vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge sur ces outils magiques, en fait. Moi, j'aurais tellement aimé apprendre à lire un livre en moins de 2 heures quand je faisais mes études. Je pense que j'aurais beaucoup moins galéré pendant mes études, en fait. Ok. Et justement, avec cette expertise-là que tu te forges avec ton associé Nicolas, qu'est-ce que tu as identifié comme étant justement on va dire les points clés qui faisaient qu'on devenait, entre guillemets, un bon appreneur, quoi. S'il fallait résumer ça autour de 3-4 points, ce serait quoi selon toi? Pour moi, il y a déjà la notion d'envie. Si on n'a pas envie, le cerveau bloque, même si on a les outils, etc. Donc, mine de rien, le premier levier activé, c'est l'envie ou la motivation et qui peut être stimulé de plusieurs manières. On ne peut pas juste décréter que l'on a envie, que l'on est motivé. On va créer l'environnement ou les conditions qui vont susciter l'envie, en fait, pour un apprentissage. Et l'envie, ça peut venir, par exemple, du sens. Pourquoi on apprend? À quoi ce savoir ou cette compétence va me servir? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Ça va être également de prendre conscience tout simplement de comment on évolue, comment on progresse. Et moi, j'aime bien m'inscrire dans cette philosophie du growth mindset, de cet état d'esprit de progression, d'évolution, qui est carrément là-dedans, en fait, où en fait on évolue, on est en constante évolution et que l'apprentissage permet d'évoluer, mais vers le haut, en fait. Et le fait de prendre conscience que à chaque fois que l'on apprend quelque chose, on évolue, on progresse, on grandit quelque part, ça va stimuler la motivation, donner encore plus envie. Et je dirais après, ça va être de nourrir cette curiosité aussi pour se donner, ouvrir en fait le champ des possibles. Et pour cela, pour moi, c'est vraiment s'intéresser à d'autres sujets que juste ma niche et être curieux de tout, en fait. Donc pour moi, ça passe d'abord par l'envie. Une fois qu'on a stimulé l'envie, que l'intérêt est là, donc on a déjà fait une grosse partie du travail, mais ce n'est pas suffisant. Avoir envie, ce n'est pas suffisant. Donc là, on va pouvoir mettre en place des stratégies. Une stratégie d'apprentissage, on va passer par de l'organisation. Plutôt que de se dire, comme peut-être que je faisais à l'époque, la stratégie, on peut dire ça avec des grands guillemets, de procrastination. J'ai l'examen fin mai, j'ai commencé à réviser une semaine avant. Ce n'est pas quelque chose qui marche, en fait. On va prendre à l'arrache. Ce n'est pas une stratégie. Une stratégie, ça va être
OK, je sais que je dois apprendre telle matière ou lire tel livre, eh bien, je ne vais pas m'y prendre quelques jours avant, je vais commencer dès maintenant et le mettre dans mon agenda. Donc, c'est ce qui permet de ventiler, de laisser le temps aussi au cerveau d'assimiler l'information avec ce qu'on appelle la courbe de l'oubli et du coup la répétition espacée. En fait, le cerveau a tendance à oublier très rapidement les informations à partir du moment où on ne les utilise pas, ce qui est un mécanisme naturel pour rester sain d'esprit, parce que sinon, si on retient tout, bah, ça devient une maladie en fait. Ça devient l'hypermnésie, qui est une maladie où en fait on n'arrive pas à oublier et du coup, bah, le cerveau est saturé. Donc, c'est normal d'oublier. Par contre, si on envoie par justement l'effet de répétition qu'on peut mettre en place en s'organisant, on envoie le message au cerveau que cette information est importante parce qu'elle revient souvent. C'est comme par exemple quand tu répètes ton code PIN avec ta carte bleue, si tu ne l'as pas oublié à force de faire du contactless, eh bien, le cerveau va dire, ah, bah, ça, c'est une information importante parce que elle revient souvent en fait. Du coup, hop, je crée le raccourci, je crée le chemin neuronal pour que l'information reste. Donc, envie, organisation, répétition et après, bah, répéter, ok, mais pas bêtement. Par exemple, bah, c'est vrai que oui, bah, je m'organisais, je répétais, mais je répétais 20 fois, ça ne rentrait pas parce que je répétais bêtement. Ce qui est important, c'est de trouver comment notre cerveau, comment on pense en fait, comment on fonctionne. Et par exemple, pour ma part, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, quand je veux retenir quelque chose, je vais soit l'associer à une image, soit m'en faire un film. Si j'arrive à me créer un film dans ma tête, alors ça reste. Par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à retenir une scène d'un film que un paragraphe d'un livre si je n'arrive pas à me créer une scène dans ma tête. Donc, c'est de comprendre comment on fonctionne et de miser sur ce qui fonctionne pour soi. Pour certaines personnes, la répétition, ça va être à l'oral. Et c'est pour ça que les intelligences multiples sont importantes. Parce que, voilà, par exemple, moi, mon intelligence multiple de prédilection va être plutôt visuelle. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt musical rythmique et qui auront besoin de verbaliser. D'autres, c'est plus kinesthésique, qui auront besoin d'expérimenter, faire les choses. Donc, c'est de comprendre justement ces modes de fonctionnement pour la répétition, pour que ce soit une répétition intelligente et adaptée et pas une répétition bête qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, entre guillemets, un bon apprenant, une bonne apprenante, c'est une personne qui arrive à susciter son envie à l'intérieur pour apprendre quelque chose, à s'organiser pour avoir un vrai système de répétition et de répéter intelligemment en misant sur ces intelligences qui sont les plus naturelles pour elle. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est très très clair et très intéressant. Et je trouve que c'est ce que je trouve intéressant justement, c'est de prendre justement de la hauteur un petit peu par rapport à ça, effectivement. Ouais. C'est vrai que notamment cette notion de répétition, je pense que elle est assez clé. Et quand moi j'ai aussi, tu as parlé de la courbe de l'oubli tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, mais c'est vrai que de savoir qu'il y a des stratégies justement qui nous permettent de lutter contre cette courbe de l'oubli, etc. Et c'est assez puissant. Et le premier point que tu as cité, c'est l'envie, la passion, voilà. Et c'est vrai que quand il y a ce terreau-là, de base, on est beaucoup plus, comment dire, on rechigne beaucoup moins justement à faire ces phases de répétition, parfois qui peuvent être fastidieuses et voilà, très rebutantes si justement on n'a pas la motivation de départ, quoi. Et souvent, ce qui est un petit peu compliqué, alors je ne sais pas si toi, tu as des techniques un petit peu autour de ça, c'est quand tu n'as pas forcément l'envie, mais c'est nécessaire, quoi. C'est-à-dire que le truc, il faut l'apprendre parce que voilà, il y a un besoin. Donc, d'arriver à le reconnecter peut-être au pourquoi ou des choses comme ça et au quotidien de faire avec ça, de composer avec ça, quoi. Si, une astuce, et c'est en ça que les soft skills sont très complémentaires aux outils stratégies d'apprentissage. Parce que si j'ai les outils, les stratégies, mais que je n'ai pas développé ma capacité à me motiver ou que je n'ai pas développé mon autodiscipline ou ma capacité à m'organiser ou à prendre des décisions, bah, du coup, ça devient beaucoup moins puissant. Donc là, on touche à une notion de motivation. Et pour moi, pour quelque chose qui fonctionne bien pour moi, mais du coup, il faut tester pour voir si ça fonctionne pour les autres, pour vous qui écoutez cette vidéo. Moi, j'aime bien l'outil du Pomodoro, en fait. Le Pomodoro, qui est donc une technique qui permet d'avoir des moments de concentration très intenses de 20 à 25 minutes, par exemple, en étant focalisé sur une seule chose, en mode défi, quelque part, en disant, voilà, je me donne pour le défi de faire ça en 25 minutes et d'entrecouper ces sessions de 25 minutes par des pauses de 5 minutes, en gros.
Et souvent, quand il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, que ce soit apprendre ou faire quelque chose de manière générale, et que du coup, j'ai tendance à procrastiner, du coup, à repousser indéfiniment la tâche, eh bien, je trouve que le Pomodoro m'aide à éviter cette procrastination parce que je vais plus euh, être paralysé par la tâche ou obsédé par cette tâche que je n'ai pas envie de faire, mais je vais plutôt être en mode course contre la montre. Donc, il y a une notion de défi, c'est gamifier en fait quelque part la tâche par rapport à ce défi de temps en fait qui me fait arrêter de penser à cette tâche que je n'ai pas envie de faire. C'est je la fais et surtout je joue contre la montre. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est un côté un peu défi, ça met un peu d'adrénaline, un peu de dopamine. Du coup, ça me permet de plus facilement passer à l'action et de moins procrastiner des choses que je n'aime pas faire. Merci ouais, pour cette astuce. Effectivement, c'est une bonne manière d'utiliser cette technique Pomodoro, ouais, effectivement, sur les trucs qu'on n'aime pas faire et de passer ça en mode défi. Et, je te rejoins assez là-dessus. Alors justement, ça nous permet d'enchaîner sur cette notion de soft skills dont tu as commencé. Alors, tu en as parlé un petit peu au début. Juste pour les gens qui ne seraient pas complètement familiers justement avec cette notion de soft skills, quelle définition tu peux nous donner de ça? Alors, les soft skills, ce sont des compétences non techniques, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'une industrie, d'un outil technologique, etc., et qui sont profondément humaines. Donc, par exemple, la créativité, l'adaptabilité, la résilience, ce ne sont pas des compétences techniques qui ne dépendent pas d'un outil, d'une industrie, mais qui sont quand même des compétences qui m'aident dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, ce sont déjà voilà, des compétences non techniques, mais ce sont des compétences. C'est-à-dire, ce ne sont pas des valeurs ou des savoir-être, comme j'entends souvent parler. Parce que pour moi, un savoir-être est contextuel à une culture, et contextuel à une culture d'entreprise, ou à une culture, en fait. Même le savoir-être au Japon n'est pas le même qu'en France, n'est pas le même que dans une entreprise, grande entreprise ou dans une start-up. Un savoir-être, c'est un code, en fait. Alors qu'une soft skill, c'est une compétence que l'on peut développer et qui va du coup prendre la couleur de son environnement et de son contexte. Par exemple, ma créativité, dans le cadre de mon activité de formation, ne va pas avoir la même couleur, ne va pas avoir le même aspect qu'une personne qui va être créative d'un point de vue visuel, en train de faire des graphismes ou en train de faire des superbes présentations à la Simple Slide, par exemple. Donc, ça reste la créativité, ça reste une soft skill, mais qui n'a pas la même teinte parce que nous ne sommes pas la même personne et ce n'est pas le même contexte. Donc, pour moi, une soft skill, c'est avant tout ça. Et ce sont les compétences qui vont être, on va dire, les dernières qui pourront être déléguées à une intelligence artificielle, contrairement à une compétence technique qui repose sur des logiciels et qui, du coup, peuvent être automatisées plus facilement par rapport à une intelligence artificielle. Donc, les soft skills, c'est vraiment ça. Ce sont des compétences que tous les humains ont, qui nous sont utiles dans plein de situations différentes. Donc, elles sont transversales et qui seront les plus difficiles à déléguer une intelligence artificielle et qui, du coup, vont augmenter notre résilience professionnelle. Parce que si je sais que j'ai développé ma créativité, ma résilience, ma capacité de rebond, ma capacité à m'organiser, eh bien, même si je dois changer de boulot ou que je fais face à un échec entrepreneurial, je sais que je peux toujours me reposer sur ces compétences-là pour rebondir. Contrairement à une compétence technique, si du jour au lendemain, ma compétence devient obsolète, par d'obsolescence de compétences, du coup, je ne peux pas faire grand-chose. En revanche, Ouais. les soft skills vont me permettre d'apprendre d'autres compétences. Ouais, exactement. En tout cas, je te remercie pour la précision que tu as apportée sur le distinguo que tu faisais entre savoir-être et puis soft skills, parce que c'est vrai que moi, naturellement, en fait, j'associais enfin voilà, pour moi, les deux termes, c'était à peu près équivalent et c'est pas mal la petite précision, enfin, voilà, le distinguo que tu as apporté par rapport à ça. Alors, si je comprends bien, ça représente quand même un paquet de choses qu'on peut mettre dans les soft skills. Toi, de ton expérience, de ce que tu constates, de ce que tu enseignes, etc. Euh, si tu devais faire émerger quand même quelques soft skills prioritaires, on va dire, à émerger ou qu'on retrouve voilà, de manière assez fréquente et qui sont vraiment aidantes, est-ce que tu as un petit top, je sais pas, un top 3, top 5 à nous partager sur le sujet ou alors est-ce que c'est pas du tout, comment dire, à propos? Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est une question qui revient souvent. Il y a de plus en plus de personnes qui essaient de créer des référentiels de soft skills.
et qui, du coup, pour essayer de standardiser un petit peu le sujet. Je trouve l'exercice intellectuel intéressant, mais dangereux, parce que ça veut dire standardiser l'humain. Donc, pour moi, alors il y a quand même des travaux très sérieux et très poussés qui ont été faits, notamment par le World Economic Forum. Donc, ils ont fait un top 10 pour 2025. Enfin, ça tient vraiment bien la route. Moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment partir d'un contexte. Donc, par exemple, pour une personne qui a un objectif pour 2022, parce que là, on tourne cette vidéo en début d'année, donc on est sur les objectifs de l'année, par exemple, quels sont les soft skills, le top 5 des soft skills qui vont m'aider? Et pour moi, c'est quelque chose d'assez personnel, en fait, ou collectif par rapport à un projet en commun que l'on a en groupe, mais pas quelque chose d'universel, parce que ça dépend trop des situations des personnes, des enjeux, etc. C'est changeant. Mais pour répondre quand même à ta question, pour aussi illustrer qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le concept des soft skills, pour moi, mon top 5, par exemple, pour 2022, ça va être quoi? C'est déjà la résilience. Parce que voilà, j'anticipe, je planifie, mais bon, il y a plein d'imprévus, plein de choses qui ne marchent pas. Et du coup, la résilience permet de encaisser, digérer un coup dur et de continuer d'avancer. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. La créativité, parce que la créativité, c'est ce qui permet de tester, de tester de nouvelles idées, de faire des associations auxquelles on n'aurait pas pensé, voilà, de faire émerger quelque chose de nouveau. Pas forcément de rien du tout, mais même de choses existantes en fait. Donc pour moi, la créativité, c'est aussi une soft skill importante qui va m'aider pour 2022. Ça va être aussi la gestion des émotions. Parce que du coup, quand on fait face à des imprévus, à des échecs, à des surprises, etc., bon, il faut quand même gérer les émotions. Et ça se travaille et c'est une vraie compétence que l'on peut développer. Ça va être aussi j'hésite en plusieurs termes et je vais utiliser le terme vision, la capacité à avoir une vision pour vraiment voir l'objectif que j'ai envie d'atteindre, mais aussi de voir le chemin pour y arriver. Ce n'est pas juste, voilà, je visualise l'objectif et paf, à force d'y penser, il va se faire tout seul. Non, c'est je vois avec clarté ce que j'ai envie d'atteindre et en même temps, je vois qu'est-ce que je dois faire pour y arriver, pour faciliter le passage à l'action de mon cerveau. Je l'ai dit un top 5, donc il me manque encore une cinquième. Là, c'est vraiment par rapport à mon métier, ça va être les compétences de communication. Donc, savoir continuer à nourrir ce panel de compétences pour m'exprimer à l'oral, que ce soit à distance comme aujourd'hui, ou en présentiel, parce que l'activité présentielle est bien reprise aussi il y a quelques semaines. Et pour moi, ce serait ça mon top 5 par rapport à mes objectifs et à la personne que j'ai envie d'être pour 2022. Ouais, top, merci d'avoir illustré ça avec ton propre cas. Ce qui est intéressant en plus dans les soft skills que tu as cités, c'est qu'on voit bien qu'elles se nourrissent l'une avec l'autre en fait, quoi. Mm. Que la vision, à mon avis, vient nourrir la résilience, la gestion des émotions, idem. Dans la créativité, effectivement, on va la retrouver partout, etc. Et c'est plutôt pas mal, quoi. Et donc, par rapport à ça, pour comprendre un petit peu de manière plus approfondie, c'est-à-dire que, par exemple, sur ces 5 soft skills, tu t'es dit, ça serait bien que je puisse le développer cette année, voilà. Comment dire, tu envisages un petit programme par rapport à ça, ou tu te dis, je sais qu'il y a tel défi qui va arriver et donc naturellement, ça va me permettre de mettre davantage de conscience sur cette soft skill-là. J'ai du mal à le dire, Euh, soft skill. oui, j'avoue que c'était un vrai défi pour moi, une légère dyslexie, c'est vrai que c'était un vrai challenge. Dans l'exercice du Ça, crayon, ouais. ouais, exact. Et en fait, c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire que je suis parti de mes envies, de mon objectif pour en déduire les soft skills qui vont m'y aider. Et je sais que naturellement, le fait de choisir ces objectifs vont m'amener à développer ces soft skills. Donc, c'est quelque part, cet exercice me permet de me rendre compte que mes objectifs m'aident à devenir la personne que j'ai envie d'être. Ce n'est pas juste des choses que j'ai envie d'atteindre. Ça me guide vers une version de moi-même à laquelle j'aspire. Donc déjà, il y a cette vision-là derrière aussi qui me donne aussi, comme tu dis, de l'énergie pour avancer, en me disant, même si l'objectif
plus difficile que prévu à atteindre et que je n'ai pas forcément les résultats que j'espérais, malgré tout, le chemin pour y arriver m'emmène quand même à développer des soft skills quoi qu'il arrive. Donc, je ne pars pas perdant, en fait. Donc, il y a ce côté-là déjà qui entre en jeu. Et après, je ne vais pas juste me reposer sur voilà, les soft skills qui vont émerger toutes seules. Je vais aussi essayer d'augmenter mes chances d'y arriver. Et pour cela, en effet, moi, j'aime bien penser aux soft skills comme des muscles, en fait, comme les muscles de notre cerveau. Et comme pour tout muscle, eh bien, il faut aussi avoir un programme d'entraînement. Et du coup, mon programme d'entraînement repose en grande partie sur des rituels. Donc, par exemple, moi, j'ai un rituel matinal que j'actualise tous les mois. Donc, je n'ai pas un rituel matinal que j'ai depuis 6 ans, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que je change tous les 30 jours, c'est juste que je l'actualise, soit en modifiant un petit truc, soit en rajoutant un truc, en envoie un truc. Mais à chaque fois, en me disant, OK, si je veux développer ces 5 soft skills, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, pour les développer. Et par exemple, je me suis dit, tiens, tous les mois, je vais faire 3 choses que je n'ai jamais faites auparavant. Là, c'est pour ma créativité, par exemple. Ou pour développer mes compétences de communicant, je vais faire des vidéos TikTok. Voilà, je me suis mis à faire des vidéos TikTok pour continuer de manière différente. Parce que ce n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va obtenir des résultats différents. Comme disait Einstein, ça, c'est sa drogue de la folie. Faisant toujours la même chose, espérer avoir des résultats différents. Donc, c'est important aussi de faire des choses différentes pour avoir une autre évolution. Donc, par exemple, c'est comme ça. C'est pour ça que j'actualise tous les 30 jours mon rituel. Et ça permet de m'assurer de développer chacune de ces soft skills, sachant que quoi qu'il arrive, même en avançant petit à petit vers mon objectif, eh bien, je vais quand même les développer aussi. Ok, top, ouais, ça répond bien à la question. Alors justement, ça permet d'enchaîner sur, comment dire, sur cette dimension de muscler un peu son cerveau. Enfin voilà, c'est employé, je crois, une autre expression tout à l'heure, mais on est un peu dans la même idée. Justement, pour les gens qui nous regardent et justement, qui seraient intéressés pour ouais, être un petit peu plus, je sais pas, un peu plus performant, ou d'ailleurs, ce serait intéressant de définir muscler son cerveau, pourquoi faire, etc. Mais est-ce que tu aurais des petits exercices à proposer autour de cette notion d'entraînement cérébral? Pour l'entraînement cérébral, ça dépend de quel muscle on a envie de développer dans son cerveau. Par exemple, il y a un muscle important à développer et qui notamment est de plus en plus atrophié, on va dire, par rapport à cet outil magique, hein, mais qui malheureusement enlève notre capacité d'attention avec la manière dont on consomme les médias, avec Instagram, TikTok, etc. On se rend compte que le contenu est de plus en plus court etc. C'est la capacité de concentration, de savoir la mobiliser, la maintenir dans le temps. Et donc, par exemple, je ne l'ai pas inventé, hein, mais c'est des exercices type de méditation, de pratique de pleine conscience qui vont aider notamment à améliorer sa concentration, que ce soit pour l'activer ou pour la maintenir dans le temps. Donc, par exemple, moi, je change régulièrement de type de méditation pour ne pas tomber dans la routine, mais aussi me challenger. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai fait la méditation pleine conscience. Après, là, depuis 3 mois, je fais plutôt de la méditation type zazen, etc. Donc, c'est ce qui me permet de continuer à travailler ma concentration par méthode de la méditation, mais avec des variations pour ne pas tomber dans la routine qui, moi, à un moment donné, génère de l'ennui et du coup, ne me fait pas persévérer. Donc, la nouveauté nourrit ma motivation et permet de persévérer, en fait. Okay. Donc, voilà un exemple par rapport à la concentration, c'est d'avoir un rituel matinal ou du soir, ou peu importe dans le moment de la journée, mais un rituel quotidien qui permet de s'assurer dans une pratique, par exemple, de méditation méditative pour travailler sa concentration. Ou ça peut être tout simplement de se dire, tous les jours, je lis pendant 10 minutes. Parce que, mine de rien, on lit de moins en moins. On a tellement de manières de consommer d'informations que la lecture qui demande de l'effort est devenue aujourd'hui le moyen de consommer l'information le moins sexy, entre guillemets, pour le cerveau, qu'une vidéo ou une image comme ça, en fait. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal aussi pour la concentration, parce que le fait de lire et de rester concentré dans la lecture, c'est un vrai entraînement de concentration, en fait, et d'imagination.
Et justement, tu parlais de muscler son cerveau. Mine de rien, avant la télé, Internet, etc., on était obligé d'imaginer les choses. On avait un livre, il fallait imaginer l'histoire dans sa tête, on racontait un truc, on se crée des images dans sa tête. Aujourd'hui, les images, elles sont déjà là. On n'a plus besoin de faire l'effort intellectuel d'imaginer. Et du coup, ce muscle-là aussi s'est atrophié, je trouve, d'un point de vue sociétal. Et du coup, le fait de lire, de fermer les yeux ensuite après avoir lu et de se réimaginer la scène, pour moi, c'est une manière de travailler son imagination qui est en fait une vraie compétence hyper importante pour apprendre, pour mémoriser. Par exemple, moi, sans imaginer la scène que je viens de lire ou que je viens d'apprendre, de me faire une image mentale, j'ai beau me la répéter, ça ressort. Par contre, si j'arrive à associer avec une scène ou quelque chose de visuel dans ma tête, ça reste. Mais pour cela, il faut que j'entraîne mon cerveau à le faire. Parce que si ce n'est plus naturel, ça demande de l'effort. Ouais, ça demande vraiment d'être actif voilà, dans ce que tu fais plutôt que d'être vraiment passif. Alors, effectivement, je pense que le pire, ça va être les vidéos parce que là, tu es totalement passif quand tu regardes des séries ou des choses comme ça. Juste un petit mot, je reviens sur ta pratique de la méditation. C'est que ça te prend combien de temps par jour, cette pratique-là? Et est-ce que tu as vraiment constaté d'un point de vue, je sais pas quoi, pas neurologique, mais en tout cas de bien-être de ton cerveau ou de capacité d'attention, un vrai changement depuis que tu pratiques cette méditation, ces méditations. Clairement, je sens quand je rate des jours. Clairement, c'est un truc de fou, hein. Ok. Si j'ai raté, si je n'aurais pas fait pendant une semaine, à un moment donné, j'ai l'impression que mon cerveau va dans tous les sens, j'arrive pas à me concentrer, rien n'est clair, tout est fougueux, j'arrive pas à prendre de décision. Alors que si j'arrive à pratiquer en moyenne 10 minutes par jour, c'est vrai que je ne suis pas non plus un Hmm. grand méditant, hein. J'essaie d'être rigoureux sur la régularité, et c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à faire 1 heure par jour, par exemple. Mais au moins 10 minutes par jour, déjà, je sens que au bout de, par exemple, de 2 semaines, je commence déjà à sentir qu'en effet, j'ai l'esprit plus clair, plus apaisé, qui va moins dans tous les sens. J'arrive à plus facilement me concentrer, à prendre des décisions. Et si j'arrive à faire, j'étais content parce que j'utilise une appli et l'année dernière, j'ai fait 4 mois de suite non-stop, tous les jours. Donc, je suis content de moi. Et c'est vrai que là, ouais, j'ai vraiment senti la différence. Même si c'est que 10 minutes, ça joue énormément sur ma capacité de Ouais, concentration. je crois que enfin, le si peu que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que en fait, c'est plus une question de régularité, effectivement, que de longueur de temps que tu vas passer dessus, quoi. Et, ouais, ouais. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est que du coup, ça s'intègre beaucoup mieux dans la vie quotidienne de chacun, quoi. Voilà, bon, 10 minutes, je Ouais. pense qu'on peut arriver à les trouver. Bon, voilà, 1 heure complète, ça devient déjà un peu plus difficile, quoi. En tout cas, merci. Et puis c'est bien effectivement, je reprends ce que tu as dit sur cette notion de quel muscle finalement, quel muscle de notre cerveau, pour rester dans l'image, on veut développer, quoi. Effectivement, là, tu nous as partagé des exercices sur la concentration, mais voilà, j'imagine sur la mémorisation, c'est d'autres types de choses à faire, sur mieux analyser d'autres types de choses, etc., etc. Donc, merci en tout cas pour ces conseils-là. Ouais, maintenant, j'avais quelques petites questions, plus justement, bah, toi, comment tu fonctionnes un peu au quotidien, etc. Et Le puis, quiz. d'un point de vue un peu plus perso. Alors, juste avant qu'on rentre dans le point de vue un peu plus perso, moi, effectivement, j'ai remarqué que bah, vous travaillez à deux, en fait, hein. Passion d'apprendre, c'est avec Nicolas, tu l'as dit au début. Et ça m'intéresse de savoir bah, justement je sais pas, comment vous êtes rencontrés déjà et puis bah, comment vous travaillez au quotidien. Voilà, parce que moi, je suis indépendant, je travaille tout seul. Et voilà, comment on se travaille quand on est associé ensemble, c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que tu peux déjà nous dire, voilà, si ce n'est pas indiscret, hein, comment vous êtes rencontrés et puis bah, au quotidien, comment ça se passe votre collaboration? Hmm. On s'est rencontrés notamment lors de la sortie de mon premier ouvrage, Le Réflexe Skills, en 2014. On avait déjà collaboré ensemble parce qu'il m'avait fait intervenir sur son sommet qui s'appelle la Semaine du développement. Mais on s'est rencontrés pour la première fois à Paris parce que on était à la sortie de notre ouvrage et lui il venait à Paris pour faire une formation de lecture rapide. On s'est dit pourquoi pas en profiter pour faire un événement en commun où elle en parle à sa communauté, j'en parle à la mienne, et on fait un truc autour des soft skills et de la lecture rapide. Et on a fait notre premier événement comme ça a plutôt bien fonctionné, on était plutôt contents.
Et on a sympathisé. Et à la fin de l'année, il me dit, bah, tiens, il va devenir papa, il ne va pas pouvoir continuer à faire son sommet tout seul. Donc, il aimerait collaborer avec quelqu'un. Est-ce que ça m'intéresse? Je dis, bah, ouais, clairement, je n'ai jamais fait, ça m'intéresse, nouveau challenge, on y va. Donc, ça s'est très bien passé. Depuis, bah, on a continué à bosser ensemble et à rajouter des projets à chaque fois. Voilà. On a commencé par le sommet, après, on a commencé à créer des formations, on a commencé à créer des événements. Et de fil en aiguille, bah, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et toujours à distance, parce que tu disais comment on bosse ensemble. Donc, bah, Nicolas, il est polonais, il vit en Pologne. Moi, à cette époque-là, je vivais encore à Paris, mais maintenant, je vis à Londres. Donc, déjà, comment on bosse? Bah, déjà à distance. Donc, par exemple, le télétravail et tout, pour nous, bah, ça a toujours été le cas, donc ce n'est pas un problème. Et en fait, on essaie de limiter les rendez-vous. Par exemple, doit se parler comme ça. On a déjà tous les lundis, on a un rendez-vous d'équipe. C'est-à-dire que lui, moi et notre équipe, en fait. Donc, ça fait déjà notre rendez-vous hebdomadaire où on sait qui fait quoi, quels sont nos objectifs et on a une vraie vision sur qui fait quoi et comment on peut s'entraider au niveau de toute l'équipe, hein, pas juste lui et moi. Et après, on prend toujours un ou deux créneaux après dans la semaine pour se faire des points sur nos avancées. Mais après, ça va être beaucoup du travail asynchrone, genre sur WhatsApp, on s'envoie des messages. Donc, c'est plus comme ça. Et après, on a aussi clarifié qui fait quoi clairement. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus sur la partie com, donc les réseaux sociaux, les emails, les visuels, etc. Et sur la partie pédagogique. Et lui, il est beaucoup plus sur la partie vente et relations clients. Et du coup, le fait de vraiment au début, ce n'était pas aussi clair, hein. C'est à force de faire des essais-erreurs et beaucoup d'erreurs qu'on s'est rendu compte que c'est comme ça que notre synergie fonctionnait mieux. Le fait de bien clarifier ça, c'est vrai que ça a matché beaucoup mieux ensuite pour la collaboration par la suite. Je reviens un petit peu plus sur toi, comment tu fonctionnes au quotidien. Tu as commencé à nous parler tout à l'heure de ta routine quotidienne, donc pour voilà, apprendre de nouvelles choses, etc. Est-ce que tu peux nous... Est-ce qu'elle elle comprend d'autres choses, cette routine quotidienne? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors moi, je préfère parler de rituel matinal que de routine, parce que c'est vrai que le mot routine me donne un côté Ouais. routinier. Alors, même peut-être que c'est une routine. Et oui, en effet, comme je te dis tout à l'heure, en fait, j'ai un rituel matinal qui évolue. Donc, si je peux te donner celui que j'ai actuellement, en fait. Mhm. En fait, je me lève tous les matins entre 6h et 6h30 et je commence par l'activité physique. Donc, soit je vais aller courir, soit je vais faire voilà, du yoga ou du sport dans ma salle. Et après, je conclue cette session d'activité physique par une séance de méditation et de respiration, type pranayama. Euh, et après ça, je fais ma séance de lecture rapide. Donc, je prends mon lit, là, je fais ma lecture rapide, etc. Je prends ma douche et après, c'est petit-déj. Et après, bah, le petit-déj, la journée commence. Donc, voilà, en gros, le rituel. Ah si, j'ai oublié une partie importante. C'est avant de démarrer ma journée de travail, que ce soit par un appel téléphonique ou d'ouvrir mon ordinateur, etc. Je prends mon bullet journal et je note quelles sont les tâches que je veux réaliser aujourd'hui et quelle est ma tâche prioritaire absolue de la journée. Je note ça. C'est hyper que j'ai la clarté pour ma journée et après, je me lance. Donc, c'est ça mon rituel du moment pour développer les fameuses soft skills dont on Ok. parlait tout à l'heure. Donc, ouais, avec une séance de sport, c'est du coup, ça doit être une amplitude de temps, ce rituel que tu évalues à combien de temps? Ça me prend à peu près 1h30. Ouais. 1h30. Ouais, même 2 heures en fait, parce que je commence à bosser à 8h30. Ouais, ok. Et est-ce que le soir, tu as un rituel également ou pas? J'ai- En ce moment, non. Je n'ai pas vraiment ritualisé mes soirées, mais je pense que je vais m'y remettre. Il y a un truc que je faisais et qui m'a beaucoup aidé, c'est avant de me coucher. Alors, il y a un truc que je fais mentalement, mais que je vais le refaire par écrit, c'est la gratitude, en fait, vraiment de noter un mot de gratitude pour la journée et de me coucher avec.
Et un truc que j'ai lu dans un super livre qui s'appelle Think Like a Monk, qui explique que un truc qui marche bien aussi, c'est de noter les 3 petites actions que je veux faire pour démarrer ma journée du lendemain. Et ça me permet de me coucher serein. Et quand je démarre ma journée, je n'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je fais. Je sais, j'ai déjà les 3 prochaines tâches. Et ça me lance, en fait. Ça me permet de me lancer tout de suite dans l'action et beaucoup moins par la réflexion. Top, merci pour ce partage-là. Petite question un peu plus perso, du coup, justement, pour avoir un peu ton feedback, connaître un peu ton univers, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec que tu as connu et puis l'enseignement que tu en as tiré? Je n'ai jamais connu d'échec, donc ça va aller vite. Non. Ça, c'est une question compliquée parce qu'il y en a eu tellement. Il y a eu tellement euh, que c'est vraiment pas simple euh, c'est pas simple à répondre à ça parce que toutes les semaines, il y a des échecs en fait. Donc, si je devais répondre à cette question par un échec en particulier, euh, je dirais qu'on voilà, on a lancé un projet qui était super sexy, super innovant, etc., mais qui n'a pas fonctionné en fait, tout simplement. Et que c'était pas le problème, c'était pas forcément nous, c'était pas forcément la persévérance, etc. C'est juste que ça n'a pas marché. Et qu'en fait, il y a des choses comme ça où c'est le problème, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on a fait, c'est pas les outils, c'est juste que des fois, ça marche pas en fait. Et que chercher à tout prix à comprendre pourquoi, etc. C'est bien de faire un bilan, c'est hyper important de faire un bilan, de dire voilà, on a testé des choses, ça n'a pas marché, de comprendre pourquoi, etc. Mais à un moment donné, c'est aussi de savoir accepter que c'est fini en fait. Donc pour moi, l'apprentissage de ça, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui ne marchent pas au-delà de notre compréhension, et même si on a essayé plein de choses, etc. Et deux, c'est aussi de prendre la décision d'arrêter. Parce qu'un échec devient un échec quand on a décidé que c'est un échec. Sinon, c'est de la persévérance ou de l'obstination. Et parfois, voilà, décider que c'est un échec et du coup d'arrêter, c'est la meilleure décision qu'on pourrait faire pour continuer d'avancer, parce que sinon, ça peut nous bouffer en fait. Et voilà, moi, l'enseignement que je retiens. Ok, ok. Et du coup, quelle est aujourd'hui ta plus belle victoire à tes yeux? Elle est plus sympa cette question déjà. C'est marrant, j'aurais dit le titre de champion du monde de My Mapping, parce que c'est vrai que c'est quand même pas courant. Mais au fond de moi, l'impact émotionnel le plus fort, le plus intense que j'ai connu en termes de réussite, c'était la ceinture noire de karaté. Depuis tout petit, c'était mon rêve, devenir karatéka, etc. Je m'étais planté 3 fois. Voilà, alors je parlais d'échecs, voilà. Le plus gros échec au début, c'était ça. Je me suis planté 1, 2, 3 fois. Et la 4e fois, je l'ai eu. Alors, là, quand je l'ai eu, c'était bon, c'est victoire. Et je me rappelle, c'était la période où je suis passé le bac aussi. Et pour moi, le bac, c'était, je suis content, j'ai le bac, c'est bon. Ouais. Là, la ceinture noire, c'était, il fallait le cadre, c'était la célébration pour ça, quoi. Top, mais ouais, merci pour ce partage-là. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu conseillerais volontiers à ceux qui nous écoutent? Il y a un livre que je conseille régulièrement. Il y en a plein qui m'ont marqué, mais celui-là m'a beaucoup impacté. C'est le seul livre que j'ai relu plus de 2 fois, que je pense que tu dois connaître. Ça s'appelle The One Thing, qui est vraiment donc cet ouvrage qui permet de savoir être focus. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un de mes problèmes. Comme tu disais, voilà, quand tu penses à moi, tu penses à plein de mots-clés qui aussi peut-être une illustration peut-être du fait que je fasse beaucoup de choses qui, par moment, peut-être aussi la dispersion. Ce livre-là m'a beaucoup aidé justement à être plus focus, beaucoup plus concentré et à mieux gérer mon temps également. Donc, The One Thing, ouais, c'est vraiment un livre que je recommande. Ok, ok. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je dirais c'est Tony Buzan.
quand j'ai bossé avec lui et qu'on avait pris l'Eurostar pour aller à Paris ensemble pour sa dernière conférence, donc en 2018, il m'expliquait comment il écrivait 25 livres en même temps. Moi, déjà, quand j'en écris un, ouais, c'est déjà énorme. Lui, 25 en même temps, il écrivait. Je me demande comment il fait. Il dit, bah, c'est simple. Il fonctionne que par rendez-vous. Il a deux types de rendez-vous. Les rendez-vous avec les autres, que ce soit son équipe, les clients, etc. Et les rendez-vous avec lui-même. Et c'est dans les rendez-vous avec lui-même qu'il écrivait ses bouquins. Et depuis, j'ai testé et je n'ai pas arrêté en fait. Toutes les semaines, quand je planifie ma semaine, eh bien, je regarde les rendez-vous que j'ai et je prends des rendez-vous avec moi-même pour pas que d'autres personnes prennent des rendez-vous à ces moments-là. Donc, je protège mon temps et c'est ce qui permet d'avancer sur les sujets de fond, prendre du temps pour moi, tout simplement aussi. Donc, voilà, un des conseils qui m'a le plus apporté jusqu'à maintenant. Super conseil. Et du coup, aujourd'hui, dans ton agenda, ces heures-là, ces rendez-vous avec toi-même, ça représente combien d'heures dans la semaine? Mais là, depuis cette année, j'ai rendu impossible la prise de rendez-vous les vendredis D'accord. pour que justement je puisse avoir du temps pour faire du deep work, etc., où je sais que je peux vraiment me concentrer. Et bah, pour l'instant, c'est surtout ça. Et si après, bah, toutes les pauses déjeuner, c'est bloqué, personne ne peut prendre de rendez-vous avec moi. J'essaie autant que possible les lundis après-midi, mais je pense que je vais modifier un peu ça. Mais voilà, grosso modo, Ouais, ouais, mais j'essaie là, de faire la semaine de 4 jours. ouais, c'est ça. En gros, ouais, tu es quand même sur une semaine, enfin une journée, pardon, tu essayes enfin, tu te réserves, quoi. Ouais. Ok, super. Autre et puis dernière petite question, est-ce qu'il y a justement une citation ou une maxime qui te guide un peu dans la vie? J'aime Attention, bien, c'est bien. j'aime bien ce proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et voilà, j'aime bien cette citation qui m'invite à passer à l'action et que c'est jamais trop tard en fait. Hmm, top. Merci beaucoup, Jérôme, déjà pour tous les conseils que tu nous as partagés et puis voilà pour en dire toutes ces choses également voilà, que tu nous as partagées sur comment tu travailles au quotidien, les victoires et les doutes également. Si on veut en savoir plus justement sur ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut me retrouver très facilement sur LinkedIn. Voilà, je suis très actif sur LinkedIn. Tapez Jérôme Waro, vous allez voir ma tête normalement. Et sinon, bah, on a beaucoup parlé d'apprendre à apprendre, etc. Donc ça, c'est sur passiondapprendre.com. Mhm. Et pour tout ce qui est soft skills, eh bien, c'est jérôme-waro.com. Site sur lequel vous allez pouvoir aussi, pour les personnes qui le souhaitent, télécharger gratuitement Soft Skills Magazine, où là, bah, on a tous les 2 mois une nouvelle parution qui permet bah, de comprendre un peu plus ce qu'est cet univers vaste, comme tu disais tout à l'heure, mais passionnant. Donc, voilà. Top. Bah, écoute, un grand merci pour tout ça. Moi, j'invite tout le monde bah, effectivement à se rendre sur ton site pour en savoir plus sur les soft skills, télécharger Soft Skills Magazine. Je vais y arriver. Et puis, voilà, encore un grand merci, Jérôme. Moi, j'étais très heureux de pouvoir bah, voilà, en savoir encore plus finalement sur ce que tu proposais. Et puis, merci pour tes différents conseils, stratégies également. Je pense que ça peut aider tout le monde à s'initier aux soft skills, voilà, et puis à aller plus loin sur tes différents médias, sites, etc. Je te dis à bientôt, Merci Jérôme. à toi, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt.